Le Tour, c'est de l'histoire, c'est de la géographie, c'est de la culture, c'est de la découverte et c'est de la fierté. C'est une parenthèse d'insouciance, c'est une parenthèse de bonheur. C'est un moment où on est bien ensemble. Là, c'est la stature du général de Gaulle. Qu'on ait en 2024, 80 ans après le débarquement, les débarquements, la libération de Paris, etc., une arrivée à Colombey, c'est juste phénoménal. Les images que vous voyez du Tour, elles partent dans 190 pays dans le monde. Nous avons tous en nous quelque chose du Tour de France parce qu'on a un souvenir avec ses parents, ses grands-parents, ses copains, ses cousins au bord de la route. C'est plus que du sport. Dans ses racines, dans sa culture, de défendre le Tour de France, parce que ses racines, c'est que pour les gens, c'est gratuit au bord des routes, ça oui, ça peut pas être autrement, et en tout cas avec moi, ça changera pas. Le Tour de France est une épreuve cycliste, terrain de jeu des Vingegaard, des Pogacar ou autres Romain Bardet, s'il faut citer un Français, mais il est bien plus qu'une épreuve sportive, il est un symbole estival qui entremêle géographie, sociologie, histoire, politique, et qui surtout réconcilie les Français l'espace d'un été au bord des routes. Alors pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir le directeur du Tour de France, l'ancien journaliste Christian Prudhomme. Enchanté. Bonjour. Et bienvenue chez Front Populaire. Merci. Alors, pour commencer, on va commencer par ce Tour de France actuel. Le Tour de France, cette année, ne va pas terminer sur les Champs-Élysées, c'est historique. Oui. Il va terminer à Nice. Alors, est-ce que c'est une rupture temporaire provoquée par les JO ? Est-ce qu'on va retourner après sur Paris ? Ou est-ce qu'au contraire, le Tour va peut-être enfin, diraient certains, se tourner vers la province comme le fait le Tour d'Italie, par exemple, pour les finales? Pour l'instant, très clairement, c'est un coup unique et on sera ravis de revenir à Paris en 2025 pour les 50 ans de la première arrivée sur les Champs-Élysées. Par rapport au Tour d'Italie ou au Tour d'Espagne, il y a une vraie différence entre leur capitale et Paris, sans aucun doute, qui a effectivement toujours accueilli depuis 1903 l'arrivée du Tour de France. Je vois cette arrivée à Nice comme une chance, bien évidemment. Et en fait, surtout pour le directeur du Tour que je suis, c'est de rapprocher la montagne de l'arrivée finale, ce qui ne peut pas être le cas malgré les belles côtes de la vallée de Chevreuse quand on arrive à Paris naturellement, et notamment de faire un final de Tour de France, les 3 dernières étapes très denses, en montant à la cime de la Bonnette, la plus haute route goudronnée de France, à 2802 mètres, à 48 heures de l'arrivée finale, de faire une étape très rude dans l'arrière-pays niçois le samedi, et le jour de l'arrivée finale, un contre-la-montre entre Monaco et Nice. On ne remplace pas Paris comme ça. La dernière étape du Tour, c'est souvent une procession. Il y a un sprint qui est le sprint le plus couru de l'année, mais c'est une procession pour le classement général. En revanche, grâce à Paris, grâce au monument de Paris, grâce au patrimoine, c'est toujours une des plus fortes audiences du Tour de France, notamment à l'étranger. Donc là, très clairement, l'idée, c'était de substituer à Paris des lieux qui rayonnent dans le monde entier. C'est le cas de la Côte d'Azur, c'est le cas de Nice, c'est le cas de Monaco. Il se trouve que nous organisons aussi Paris-Nice au printemps chaque année, que donc nous avons des contacts fréquents avec le maire de Nice, Christian Estrosi, qu'en fait, dès décembre 2018, nous lui avions dit lors d'un déjeuner, et si d'aventure nous ne pouvions pas aller à Paris, est-ce que vous seriez prêt à accueillir le Tour ? Et il avait été évidemment ravi. En plus, ça correspond donc au premier grand départ du Tour de France en Italie pour le centenaire de la première victoire d'un coureur italien dans le Tour de France, Ottavio Bottecchia en 1924, et pour les 10 ans de la dernière victoire d'un coureur italien dans le Tour, Vincenzo Nibali en 2014. On y reviendra sur la partie historique parce que je sais que c'est quelque chose qui vous est vraiment important. Alors, chaque année, le Tour charrie son lot de critiques sur la géographie, donc je vous propose d'aborder les principales. Il y en a, j'en ai noté 3, mais il y en a peut-être d'autres. Pourquoi le Tour ne traverse-t-il pas toutes les régions de France ? Pourquoi le Tour ne fait-il pas le tour de la France ? Et pourquoi le Tour de France ne reste-t-il pas en France ? Alors derrière ces questions, moi ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'il n'y a pas là la matérialisation finalement d'un véritable attachement des Français pour leur Tour ? Ce sentiment de fierté de voir le Tour parcourir son territoire ou au contraire de jalousie de ne pas le voir. Comment vous prenez ces remarques ? C'est pas de la jalousie, mais je les prends plutôt bien parce que ça veut dire effectivement qu'il y a un attachement, j'ai le même raisonnement que vous. En revanche, pour le Tour de France à l'étranger, ça n'a rien de récent. Souvent, les gens qui font ces critiques, et j'aime faire des faces au lecteur, par exemple, c'est avoir le contact direct. Non pas que les journalistes m'importunent, puisque je suis journaliste de formation, que ma fille est journaliste, donc je pense que ça n'a pas trop critiqué le milieu journalistique à la maison. Mais le premier passage du Tour de France à l'étranger, c'est 1906. Il a été créé en 1903. La première arrivée du Tour de France à l'étranger, c'est 1907. Alors certes, c'était à Metz, qui était allemande à l'époque. 1919, Genève. Et depuis 1954, il y a 70 ans des grands départs à l'étranger. Grand départ, ce qu'on appelle nous grand départ, donc le départ du Tour de France. Donc ça n'a rien de récent. Partir de l'étranger, de grandes villes étrangères, de capitales, c'est faire davantage rayonner le Tour. À la condition, donc je revendique ces grands départs à l'étranger, à la condition que nous allions
dans des petites communes, dans des villages. C'est le cas cette année, on va dans la Creuse, à Évaux-les-Bains, par exemple, où on était, il y a quelques années, à Châtillon-sur-Chalaronne, dans l'Ain, où on était dans les Hautes-Pyrénées, à Castelnau-Magnoac, chez Antoine Dupont, le capitaine du 15 de France, à qui on souhaite une belle médaille d'or à 7 pour les Jeux Olympiques. Donc pour moi, c'est ça le Tour. Aller régulièrement à l'étranger pour faire davantage rayonner le Tour et peut-être aussi faire davantage rayonner la France. Après, faire le Tour de France et ses frontières, en vérité, si vous voulez, quand j'étais encore journaliste en 2002, j'ai vu un parcours du Tour de France, donc tracé par un autre, par Jean-Marie Leblanc, qui était un peu comme ça, avec, j'allais dire, zone France occupée et France libre. En fait, ça n'a pas d'importance, le tracé. Ce qui compte, c'est ce que potentiellement ça peut donner au mois de juillet. Aujourd'hui, faire le tour de la France, faire le tour des frontières, ça n'a aucun sens sportif. D'abord, le tour est beaucoup plus court qu'autrefois. Il fait 3500 km au maximum. Dans les années 20, il faisait 5000 km, 5500 régulièrement, même 5700 en 1926. Le premier tour qui n'est pas parti de Paris, parce que autrefois, il arrivait à Paris de 1903 à 1925. Il part d'Évian sur le lac Léman en 1926 et il fait 5700 km. Imaginez, avec tracer un parcours du Tour de France, si vous rajoutez 1000 ou 2000 km, vous êtes partout. En revanche, bien évidemment que le tracé du Tour, il est d'abord sportif, mais il n'est pas que sportif, et qu'on essaye d'aller tous les 5-6 ans, à peu près partout en France. Il y a eu la Corse, c'était la seule et unique fois en 2013, mais pour la 100e édition du Tour de France, départ de Corse, et autrement, on essaye d'aller un peu partout. Le Tour de France d'autrefois, avec 8 jours en plaine et ensuite 2 semaines où on va en montagne, n'est plus envisageable aujourd'hui. Et tous les gens qui aiment l'aspect sportif du Tour le savent très bien. On a beaucoup travaillé depuis 15 ans pour faire en sorte que la première semaine du Tour de France soit aussi intéressante sportivement. Et quand vous tracez, en fait, on est très tributaire de la géographie de la France, pas simplement des règles de la Fédération internationale, de l'Union cycliste internationale. Vous tracez une droite du Pays Basque à l'Alsace, à l'ouest de cette droite, il n'y a pas de montagne. Mais il y a la Bretagne qui adore le Tour, mais il y a le Nord qui adore le Tour. On partira d'ailleurs de l'île, des Hauts-de-France, du département du Nord en 2025. Mais il y a la Normandie, ça fait très longtemps qu'on n'y est pas allé. Oui, je sais. Et il y a la Vendée. Donc voilà, donc il faut aller aussi dans cette partie-là, mais il faut chercher un terrain sportivement probant. L'arrivée à Mur de Bretagne, où le Tour va régulièrement dans les Côtes d'Armor depuis 2011, comme arrivée, c'est quelque chose qui est très fort pour le Tour et très important. C'est plus important pour le Tour, j'ai envie de vous dire, que certains cols des Alpes ou des Pyrénées, qu'on peut remplacer par d'autres. Si vous n'avez pas Mur de Bretagne, vous n'avez pas d'arrivée faite pour les punchers en Bretagne. Donc il faut faire ça. Et puis après, il y a un élément de ces dernières années, supplémentaire, c'est qu'aujourd'hui, les côtes, c'est quasiment impossible de faire rouler des coureurs, tant les aménagements routiers sont nombreux. Il y a 2 ans, il y a eu cette arrivée formidable à Calais, par-delà le Cap Blandais, ces images de Wout van Aert, le coureur belge maillot jaune qui s'envole, qui fait l'albatros à l'arrivée, etc., qui était formidable sous un grand soleil. Il part dans la côte du Cap Blandais, il va gagner. Mais la plupart des lieux du littoral aujourd'hui sont inaccessibles à un peloton, tant les aménagements routiers sont nombreux. C'est-à-dire qu'on est absolument assuré qu'il y ait des chutes partout. Il y en a suffisamment, on n'a pas envie de rajouter du danger au danger. Et alors, il y a des territoires dont on n'a pas parlé. J'ai cru voir là récemment, en préparant cet entretien, que vous aviez évoqué ce sujet-là avec des confrères, mais le départ des territoires d'outre-mer. Oui. C'est une vieille chimère, c'est un rêve, mais est-ce qu'on peut rêver ? Alors aujourd'hui, enfin depuis quelques années, le règlement de l'Union cycliste internationale interdit tout déplacement de plus de 4 heures et tout décalage horaire de plus de 2 heures avant le départ d'un grand tour. Tour d'Espagne, Tour d'Italie, Tour de France. Pour des raisons évidentes de récupération. C'est-à-dire demander à des coureurs, infliger à des coureurs au départ d'une épreuve rude, un long voyage et un décalage horaire, ça n'est pas vraiment censé. Maintenant, évidemment que pour les Antilles, par exemple, ou pour la Réunion, c'est terriblement dommage. Le Tour de la Guadeloupe, j'ai été journaliste à RFO autrefois, donc les stations à l'époque je vais pas dire de l'ORTF, mais les stations des Antilles, de Saint-Pierre et Miquelon, de la Réunion, enfin de tous nos départements et territoires d'outre-mer. Le Tour de la Guadeloupe, c'est phénoménal. Il y a une passion extraordinaire des Antillais pour le cyclisme. Les routes de la Réunion, les cirques, Sillaos, Mafate, Salazie, c'est juste extraordinaire. Cette route, elle est phénoménale. Ça n'est pas possible, formellement. Maintenant, si d'aventure il y avait une candidature très très forte, je me dis que peut-être que l'Union cycliste internationale accepterait une dérogation. Écoutez, j'espère que ça ne tombera pas dans l'oreille d'un sourd. Chaque année, vous tracez un parcours au sol, j'imagine, sur la carte, mais aussi vu du ciel. Je vous ai vu employer cette expression.
Suivre le Tour, c'est parcourir sa géographie. C'est à quel point cette dimension est importante pour vous et pour les spectateurs? Elle est absolument essentielle. En fait, le Tour de France, et c'est sans doute pour cela qu'il fédère, s'adresse aussi aux gens qui n'aiment pas spécialement le sport. C'est la seule compétition sportive qui s'adresse aussi à des gens, voilà, qui ne s'intéressent pas au sport, parce que le Tour, c'est de l'histoire, c'est de la géographie, c'est de la culture, c'est de la découverte et c'est de la fierté. On le ressent, moi je ressens de plus en plus depuis 8 ou 10 ans de la fierté des gens à nous accueillir, à accueillir le Tour. Parce que dans les petits villages où il n'y a plus d'école, où il n'y a plus de maternité, où il n'y a plus de médecins, où il n'y a plus de distributeurs de billets, où il n'y a plus de station-service, de temps à autre, le Tour de France vient encore et leur permet de relever la tête. Le Tour de France ne change pas fondamentalement leur vie, mais le Tour de France, c'est une parenthèse d'insouciance, c'est une parenthèse de bonheur, c'est un moment où on est bien ensemble. En fait, le Tour, c'est la plus grande compétition cycliste au monde, c'est une épreuve qui met en valeur, grâce notamment aux retransmissions télé, nos paysages, notre terroir, notre patrimoine, mais c'est aussi ça le Tour de France. Ce sont des anciens, ce sont des gamins, ce sont des Français, ce sont des étrangers, c'est des femmes, c'est des hommes qui sont côte à côte, de part et d'autre des routes du Tour, et qui ont tous et toutes le sourire. Alors, on parlait de parcours, justement, comme tout organisme vivant, j'ai envie de dire. Le Tour a besoin de découvertes, a besoin d'inédits. On le voit chaque année qu'il y a un nouveau col, une nouvelle côte. Vous parliez du Tour du Mur de Bretagne en 2011, finalement, c'est assez récent. Ça suscite un véritable émoi. Alors, dans un monde où tout est calibré, est-ce que le Tour peut surprendre? Quel potentiel encore du Tour à nous surprendre? Et jusqu'à quand? Il y en aura toujours. Vous savez, moi, alors d'une part, nos anciens coureurs, puisque autour de moi, mon palmarès a l'épaisseur d'une feuille de papier à cigarette, puisque je viens donc du monde du journalisme, comme quasiment tous les anciens directeurs du Tour avant moi depuis l'origine. En revanche, bien sûr, nos anciens coureurs ont roulé à peu près partout. Nous écoutons beaucoup les élus, évidemment, qui nous accueillent, qui veulent nous accueillir. Et puis il y a aussi sur les réseaux sociaux, quand on va regarder sur les différentes cyclosportives, un tas de gens qui donnent des informations. Donc bien sûr qu'il reste encore plein de possibilités, c'est sûr et certain. Les lacets de Montvernier, les magnifiques lacets de Montvernier, au-dessus de Saint-Jean-de-Maurienne, c'est venu d'un déjeuner avec l'ancien maire de Fontcouverte. C'est le village, la commune de la station de la Toussuire. Et à l'occasion du salon de l'agriculture, que j'adore, et où on rencontre la fine fleur des élus de toute la France, qu'on n'a pas pu rencontrer pendant le reste de l'année. Je déjeune avec le maire et je lui dis, mais qu'est-ce que t'as? Il y a forcément une ascension, une montée que tu connais, qui est formidable et qui n'a jamais été faite par le Tour. Et il me dit les lacets de Montvernier. Et je vois ces lacets. Ce sont 18 lacets sur 3 km à flanc de falaise. Et il me dit, mais quand est-ce que tu veux y aller? Je lui dis, la prochaine fois. On ne va pas attendre et se garder ça dans une poche pour dire, peut-être que dans 5 ans, on le mettra. Donc voilà, il y a plein d'endroits comme ça, le col de la Lose entre Courchevel et Méribel, ce col complètement fou puisque la route n'a pas été faite pour le trafic automobile, c'était des chemins de terre pour les engins de remontée mécanique, pour la maintenance, et donc on a simplement mis, les collectivités ont simplement mis du goudron dessus, donc vous avez des ruptures de pente absolument phénoménales au-dessus de 2000 mètres qui n'existent nulle part. Donc voilà, il y a des choses qui arrivent comme ça. Le col du Portet qui fait 100 mètres plus haut encore que le célébrissime Tourmalet dans les Pyrénées. Il y a encore de la place pour un tas d'inventions, de découvertes, etc. Bien évidemment, dans les années qui viennent. J'ai envie de vous dire que c'est un côté inépuisable. Regardez les chemins blancs cette année. Alors, c'est à la fois complètement nouveau et ça n'a rien de nouveau, parce que jusqu'à la fin des années 50 et début des années 60, même quand on regarde sur les livres l'école que Jacques Anquetil affrontait, voilà, ça ressemblait un peu à nos chemins blancs d'aujourd'hui. C'était pas un goudron ou une asphalte absolument parfait ou parfaite. Donc voilà, non, il y a plein de possibilités encore, bien sûr. Alors, pour le rêve, pour le Tour et pour le rêve, ce qui est capital. Je rappelle aussi que, par exemple, vous avez découvert le site de Rocamadour il y a 2 ans, donc... C'est en effet... Ah oui, parce que là, on est en plein dans l'aspect sportif et dans l'aspect patrimoine. Donc, c'est exactement ce qu'est le Tour de France. Vous l'avez dit, vous entretenez des rapports avec des discussions avec de nombreux élus. Vous voyagez dans toute la France, pour le coup. Vous êtes peut-être l'une des personnes qui voyagent le plus en France, j'imagine. Comment vous voyez ce pays évoluer dans sa géographie, dans ses infrastructures, dans sa sociologie? On a tendance à dire que c'est un pays qui se paupérise. Est-ce que vous le ressentez? Non, je ne vais pas dire ça, mais je vais reprendre ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on sent de plus en plus de fierté des gens à accueillir le Tour de France. On me dit de plus en plus souvent merci. Précisément parce que y a cette fameuse formule « baisse la tête, tu auras l'air d'un coureur ». Aujourd'hui, quand le Tour passe, les gens ont plutôt tendance à relever la tête. Et c'est formidable. La planche des Belles Filles en Haute-Saône,
que je ne connaissais pas il y a une douzaine d'années, avant de voir sur un site de la cyclosportive les 3 ballons, que tous les gens disaient les pentes les plus rudes des Vosges, c'est la planche des Belles-Filles. Alors, c'est un nom formidable. Toute petite station du sud des Vosges, la seule du département de la Haute-Saône. Et celui qui est toujours d'ailleurs le président du département de la Haute-Saône, Yves Cratinger, était à l'époque le référent des départements de France auprès du Tour de France. Autrefois, c'était le ministère de l'Équipement. À partir du début des années 2000, les routes deviennent départementales. Et donc, là où il y avait la mainmise de l'État, donc il suffisait de voir, je caricature, une personne et on avait toutes les routes. Là, bien sûr, d'un seul coup, il fallait voir davantage de gens. Donc, il y avait la nécessité de se mettre en ligne, si je puis dire, vis-à-vis des départements de France. Et donc, on découvre la planche des Belles-Filles. Un fond de vallée avec des paysages formidables, mais pauvres. Voir que la récurrence des arrivées à la planche des Belles-Filles a fait que désormais vous pouvez tomber sur des cyclosportifs venus des Pays-Bas, de Belgique, du Royaume-Uni ou d'Australie, d'un seul coup non seulement injecte un tout petit peu d'argent dans l'économie locale, mais aussi rendre la fierté, c'est une évidence. Parce que vu d'en haut, c'est magnifique. C'est-à-dire que les gens puissent relever la tête pour ça. Donc ça, on le ressent de plus en plus. Une fierté, oui, plus importante qu'il y a 10 ans, sans aucun doute. Et la planche des Belles-Filles, il y a aussi une histoire. Et c'est formidable. Il y a la planche des Belles-Filles en français. En anglais, ça résonne magnifiquement. Oui, ce sont ces jeunes filles poussées par l'envahisseur suédois qui se seraient jetées du sommet d'une colline dans le vide pour leur échapper. Donc oui, il y a un tas de choses autour. Et là, on rejoint l'histoire, on rejoint la beauté des paysages. Et on rejoint évidemment l'aspect sportif. Et justement, à quel point c'est important pour vous que le Tour se fasse le relais de l'histoire? On se rappelle, il y a eu par exemple les commémorations de la guerre 14-18, il y a Capital. Eu le plateau des Glières. Oui, bien sûr, et encore cette année avec le Critérium du Dauphiné, puisque pour les 80 ans du maquis des Glières, le Critérium du Dauphiné se terminera au plateau. Le Tour, c'est de la découverte et c'est de la mémoire. Il est pour moi capital que nous ayons tous des souvenirs communs. Je fais ça encore, tout à l'heure je l'ai fait exprès, là je ne l'ai même pas fait exprès. Que nous ayons des souvenirs communs. Donc oui, en effet, sur le Tour 2014, on a fait 7 étapes le long de la ligne de front de la Première Guerre mondiale. Moi j'étais frappé parce que chez mes parents, mon grand-père était né en 1893, donc il avait été de ceux, bien évidemment, comme toute sa classe d'âge, qui s'était retrouvée au front. Et il y avait encore des choses dans lesquelles avait été posés les obus. Je suis né un 11 novembre, un jour de paix. Donc, avoir aussi, grâce au maire de Compiègne, Philippe Marigny, il y a quelques années, eu la chance de pénétrer dans le wagon de l'armistice à Rotonde, près de Compiègne, c'était quelque chose de très fort. Donc, partout où on peut s'insérer dans des événements bien plus grands que nous, même bien plus grands que la plus grande course cycliste au monde, c'est essentiel pour moi. On avait tracé en 2015, par exemple, une étape qui allait d'Arras à Amiens. D'un point de vue sportif, c'était est-ce que Arnaud Démare, meilleur sprinter français, triple champion de France, va triompher chez lui à Amiens? Mais pour les Néo-Zélandais et pour les Australiens, parce que nous passions à côté d'une dizaine de cimetières, c'était leur étape, l'étape de la mémoire, qui est un mot essentiel pour moi. Et ce qui m'avait vraiment frappé, c'est qu'il y avait des jeunes Australiens de 20 ans en 2015 qui avaient fait le trajet, 20 000 km pour venir d'Australie jusqu'en France, et qui savaient pertinemment que 100 ans avant, des jeunes de leur âge étaient venus donner leur vie. Et 14-18, c'est pas 39-45, il n'y a pas le mal d'un côté et le bien de l'autre, si je puis dire. Et pourtant, ils l'avaient fait. Et j'avais trouvé qu'ils étaient à la fois... qu'ils étaient beaucoup plus respectueux de leur passé que nous, qui connaissaient leur histoire. Des gens je veux dire des gens comme de mon âge, d'expérience. J'ai 63 ans qui connaissent un peu l'histoire. Bon, c'est le passé, mais voir des jeunes de 20 ans qui savent ce qui s'est passé 100 ans avant, dans leur histoire, l'histoire de leur pays, je trouve ça absolument formidable. Qu'on ait des racines et qu'on ait des souvenirs communs. Donc oui, c'est vraiment fait exprès, je vous le confirme. Que nous allions en 2024, on part de Florence, on va finir à Nice, une sorte de boomerang. On ne pouvait pas remonter jusqu'en Normandie pour aller sur les plages du débarquement. En revanche, ce symbole d'aller à Colombey-les-Deux-Églises, chez le général de Gaulle, de faire une arrivée d'étape au pied de la Croix de Lorraine, c'est formidable. Et ça, c'est dû à Nicolas, au président du conseil départemental Nicolas Lacroix, le président du conseil départemental de la Haute-Marne, qui me dit un jour, mais Colombey-les-Deux-Églises. Et j'ai dit à un journaliste, mais jamais je n'aurais osé demander ça. Et en disant ça, je me suis surpris moi-même. Parce que pourquoi ne pas oser? J'aurais jamais dit ça pour une autre commune que Colombey-les-Deux-Églises. Là, c'est la stature du général de Gaulle. Qu'on ait en 2024, 80 ans après le débarquement, les débarquements
la libération de Paris, etc., une arrivée à Colombey, c'est juste phénoménal. Quand Nicolas Lacroix m'a dit ça, je me suis dit, pourvu que nous puissions nous installer logistiquement, parce qu'on est gros. Le Tour de France est retransmis dans 190 pays dans le monde. Les images que vous voyez du Tour, elles partent dans 190 pays dans le monde, à raison de 4-5 heures par jour, avec de la prise de vue dominante qui est celle de l'hélicoptère, pendant 3 semaines. Donc c'est phénoménal. Donc oui, il y a toujours un lien avec l'histoire, bien évidemment. Il y en aura encore un avec l'histoire sportive aussi. Quand nous sommes passés dans le Grand Palais il y a quelques années, alors que Paris était simplement encore candidate aux Jeux Olympiques, et où il y aura les épreuves d'escrime et de taekwondo, c'était pour dire allez Paris. Bien évidemment, quand on est passé il y a 2 ans par Lausanne, capitale olympique, par Albertville, pour les 30 ans à l'époque des Jeux Olympiques d'hiver, et qu'on finissait à Paris, ça voulait dire aussi quelque chose. En fait, le Tour, il y a toujours plusieurs lectures. Il y a naturellement la lecture sportive. Le premier critère d'un parcours, c'est le sport. Mais il n'y a pas que ça. Alors, il y a ce qu'on souhaite faire nous, il y a notre volonté, puis il y a aussi tout simplement les progrès techniques. La découverte à la fin des années 80, début des années 90, de la boule qui est devant l'hélicoptère, vous savez, c'était la boule Westcam. Je ne sais pas comment ça s'appelle aujourd'hui, ce sont mes souvenirs ou les mots que j'ai encore en tête de l'époque où j'étais journaliste. Bref, cette boule Westcam, cette caméra qui vous permet de montrer les champions dans leur univers. Pas simplement comme autrefois, le visage du champion, ses jambes, son vélo. Mais le champion dans l'univers, dans un décor. Le décor du Tour de France, c'est le plus beau décor du monde pour un événement sportif. Un stade de foot, Maracana, par exemple, ou Wimbledon, ou Roland-Garros. Si vous faites abstraction des exploits sportifs, il ne reste pas grand-chose. Le col d'Isard, la casse déserte, quoi qu'il en soit, avec ou sans Bobet, avec ou sans Coppi, avec ou sans Merckx, avec ou sans Warren Barguil, vainqueur en 2017, pour la seule arrivée au sommet, c'est magnifique, c'est la lune, c'est exceptionnel. J'oublie Bernard Thévenet qui est passé en tête en 1975 avant d'aller triompher à Serre-Chevalier. Donc voilà, ça, ce sont des éléments essentiels et j'aime bien, moi, quand on va chercher les gens par différents cercles concentriques. Ça ne s'intéresse pas spécialement au sport. Et alors, est-ce que c'est grave? Parfois, on me dit, ah ouais, mais les gens qui regardent le Tour, il y en a plein qui regardent pour l'histoire, la découverte. Et alors? Tant mieux. C'est ce qui fait notre différence. C'est ce qui fait justement qu'on fédère. Alors, si on parle d'histoire, je vous sens passionné, donc c'est passionnant. Je vous le confirme. Si on parle d'histoire, on va parler juste d'histoire du cyclisme et de revenir au tout début, aux origines, parce qu'on a tous en tête, enfin, j'espère qu'on a tous en tête des images de cyclistes de l'époque, c'est fascinant. Je pense à Eugène Christophe, la fameuse photo dans la Forge. On a Octave Lapide, une photo sans doute de mes préférées, à pied dans le Tourmalet. C'était la première fois qu'on gravissait le Tourmalet, chemin de pierre. Le cercle de la mort. Les coureurs avaient peur d'être dévorés par les ours à l'époque. Exactement, donc j'en profite là pour saluer le journaliste David Guénel qui fait un grand travail sur les réseaux sociaux pour ressusciter tout à fait remarquable. Ces images-là. Le cyclisme contemporain est-il aussi fascinant qu'à cette époque? Mais je pense qu'il l'est ces dernières années de manière phénoménale. Et justement, on le voit avec les jeunes qui reviennent sur le Tour de France, c'est-à-dire que la mythologie, ils l'ont aujourd'hui. Et à côté de la retransmission télévisée de France Télévisions, qui est l'élément déterminant, c'est le socle, c'est le plus important, mais le fait que Netflix soit venu, par exemple, pour moi, Netflix aujourd'hui, c'est du Pierre Chany illustré. Pierre Chany, grand journaliste de l'équipe, qui a couvert plus de 50 tours, etc. Et dont je lisais les papiers avec délectation autrefois. Les mythes, on les a aujourd'hui. On a retrouvé, après une période style Catenaccio, comme le football fermé, le terme évidemment italien d'il y a quelques décennies, on retrouve des champions qui sont capables d'attaquer de très loin, de surprendre, d'innover. Il y a eu toute une période à l'époque de l'équipe Sky où il y avait quasiment plus d'attaque, où la différence se faisait par l'arrière, etc. Beaucoup moins spectaculaire que celle qu'on connaît à nouveau depuis 2019. Ça a commencé avec ceux que mes confrères de l'équipe, nos cousins de l'équipe, puisque le Tour de France, Amaury Sport Organisation, c'est une partie du groupe Amaury, l'autre partie étant l'équipe, avait appelé Julien Lafilippe et Thibaut Pinot à l'époque les frères Pétard, parce qu'ils attaquaient sans arrêt. Puis après, il y a eu Pogacar, qui a un grain de folie, voire deux, qui gagne le Tour de France l'avant-dernier jour sur un contre-la-montre à la planche des Belles Filles, précisément en 2020. Puis les bagarres pendant plus de 2 semaines, à coups de seconde l'année dernière entre Vingegaard et Pogacar. Tout ça ressuscite le mythe. Je le vois bien avec les jeunes. Je repasse au salon de l'agriculture que je fréquentais gamin avec mon frère, ma sœur et ma mère, et que je fréquente désormais pour les mêmes raisons et pour d'autres raisons pour croiser les élus. Parfois on me demande un autographe ou un selfie.
Et souvent, on me dit, c'est pour mon grand-père, c'est pour ma grand-mère, d'où une certaine déception, je vous le confirme. Cette année, ça n'était pas le cas. Et ça corrobore les enquêtes qui disent que les 15-24 ans sont la deuxième tranche d'âge qui, aujourd'hui, regarde le plus le Tour de France. Donc, le mythe, il est là. Pour moi, le mythe, c'est Luis Ocaña et Eddy Merckx, 1971, Orsières Merlette, Ocaña, l'Espagnol de Mont-de-Marsan qui s'en va tout seul, qui va gagner 5,52 sur Lucien Van Impe, 8,42 sur Eddy Merckx. Je l'ai pas appris par cœur, je le sais, parce que c'est comme tout ce qu'on a en nous, voilà, sur Eddy Merckx, troisième. Mais aujourd'hui, le col du Granon, il y a 2 ans, Vingegaard qui s'envole alors que Pogačar semble intouchable, étape phénoménale de montagne qui pour moi était la plus belle depuis 30 ans, ben, c'est ce dont les jeunes parlent aujourd'hui, donc ils les ont, leurs mythes. De la même manière que je me suis battu pour que le Puy-de-Dôme revienne, qu'on veut mettre en avant le Galibier, le Tourmalet ou l'Izoard, mais qu'il faut le col de la Lauze ou la planche des Belles-Filles pour les nouvelles générations, pour qu'eux aient aussi leur lieu mythique et leur mythe. Exactement, ça c'est capital. Moi, qu'est-ce que j'ai comme envie? Que les gamins rêvent du Tour comme j'ai rêvé du Tour. C'est pas autre chose. Je suis devenu journaliste grâce au Tour de France. Parce que j'écoutais à la radio avec mon père, avec mon frère, à l'époque, c'était les 100 derniers kilomètres, à la radio sur France Inter en toute moyenne, c'était pas du premier au dernier kilomètre à la télévision. Il y avait, après le Tédéum de Charpentier, le Revision, le direct sur les 15 derniers kilomètres. C'est tout. Donc ça a complètement changé. Mais le mythe, il existe toujours pour les jeunes d'aujourd'hui. Mais justement, qu'est-ce qui fait ce mythe? Parce que c'est une épreuve qui existe depuis 1903. Comment on explique le mythe du Tour de France? Parce que le Tour de France, parce que nous avons tous en nous quelque chose du Tour de France, parce qu'on a un souvenir avec ses parents, ses grands-parents, ses copains, ses cousins au bord de la route, parce que le Tour de France, c'est voir passer... La magie du Tour, en fait, elle s'exerce parce que quand vous êtes en plaine, ça passe tellement vite, enfin, c'est même de la folie. Et pourtant, on s'en souvient. Pourquoi ? Parce qu'on était rassemblés, parce qu'on était ensemble, parce qu'on a posé la glacière dans un lacet, dans un col du Massif central, du Jura, des Pyrénées, des Vosges ou des Alpes. Et c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, on se souvient, moi je sais très bien ce que j'ai fait le 11 septembre 2001, donc un moment douloureux pour tout le monde, en tout cas pour notre monde occidental. Et souvent on se souvient des événements douloureux, mais le jour du Tour, ben, on se souvient très bien avec qui on était. Et vous pouvez demander aux gens, ils vont tous vous dire partout, à la Capelle Marival, à Châtillon-sur-Chalaronne, à Castelnau-Magnoac, à Paris, à Bordeaux, au Mans, à Lille et à Perpignan, ils vont tous vous dire, ils auront tous des souvenirs du Tour de France. Et c'est ça qui est formidable. Mais aussi et surtout parce que c'est plus que du sport. Parce qu'encore une fois, c'est la mise en valeur de notre patrimoine, parce que c'est du lien entre les générations. C'est ça qui est formidable. Et que des champions, justement, d'aujourd'hui puissent, moi, me faire rêver comme Luis Ocaña, Bernard Hinault, Bernard Thévenet, Eddy Merckx, bien sûr, le cannibale, le champion des champions, m'ont fait rêver il y a 50 ou 55 ans. C'est formidable. Moi, je suis le petit gamin qui, avec ses parents, ses frères et sœurs, était au col de Cou. En 1970, l'étape de Divonne-les-Bains, est très heureux de voir le maillot jaune Eddy Merckx et malheureux comme tout de ne pas avoir reconnu Raymond Poulidor dans le peloton. Il y a plein de gens, ils se souviennent de ça, ils vont me dire, moi c'était à tel endroit, etc. Ça, c'est formidable. Alors, moi, c'était sur un rond-point d'Éton, vous voyez. C'est une petite commune en Savoie. CQFD. Vous venez m'y faire penser. Est-ce que justement cette magie-là, c'est ce qui explique, ce sera la seule fois où on va en parler, mais il faut en parler, c'est partie malheureusement de l'histoire du Tour de France, que le Tour ait survécu aux grosses affaires de dopage dans les années 2000. Mais ce que je crois, c'est que justement cette fameuse boule Westcam, cette caméra devant, a énormément joué. C'est-à-dire que que le Tour soit plus qu'un... Si le Tour, à mon sens, n'avait été qu'un seul événement sportif, je ne sais pas si je serais là devant vous à vous répondre. C'est parce que c'est plus que ça. Il y a les spécialistes, ultra-spécialistes qui vont regarder le Tour, puis il y a des gens qui vont regarder une seule course cycliste dans l'année, et c'est le Tour de France. Ils n'auront pas regardé les autres grandes épreuves comme Paris-Nice, comme le Dauphiné, ou comme Paris-Roubaix, ou comme Paris-Tour. Mais ils vont regarder le Tour de France. Parce qu'encore une fois, c'est de la découverte. La découverte, c'est fort, hein. La France est belle. La France est très belle et elle est très différente d'un territoire à l'autre. Notre littoral, nos montagnes, nos campagnes, nos grandes villes, nos petits villages, notre patrimoine, nos cathédrales, nos musées, nos châteaux, c'est juste phénoménal. Et ce que je vois, notamment quand on va à l'étranger pour les grands départs, c'est que les étrangers veulent ça. On part du Yorkshire en 2014. Très honnêtement, je vais vous dire, pour moi, le Yorkshire, il y a 15 ans, c'était juste un petit chien. On part du Yorkshire. Je savais que le Yorkshire était candidat. Et je savais qu'au ras du sol, si je puis dire, il y avait des pentes très fortes, courtes, mais très intéressantes, très raides, pour l'aspect sportif. Et l'année précédente, nous étions dans l'île de Beauté, la Corse. Et les gens qui souhaitaient qu'on parte du Yorkshire m'avaient
fait monter en hélicoptère. Non pas pour me faire plaisir, mais pour que je vois d'en haut la prise de vue dominante du Tour et que je vois que c'était aussi beau. Dans le Yorkshire, pendant 3 jours, les noms des pubs étaient traduits en français. Le Black Swan était le cygne noir. À l'arrivée à Harrogate de la première étape, après un départ d'étape à Leeds, noir de monde, c'était quasiment 2 millions de personnes en 3 jours. Nous étions à côté de Kate Middleton, de William, de Harry, le Premier ministre en face à l'arrivée du Tour de France. C'est-à-dire que le Danemark 2022, les discours de la reine à l'époque de Danemark, avant que Frédéric ne lui succède, son fils qui était à l'époque le prince héritier, qui n'avait pas parlé de sport dans ses vœux depuis 30 ans, c'est-à-dire depuis le Danemark champion d'Europe de foot en 1992, et qui, au Nouvel An, qui précède donc le grand départ du Tour de France et à celui qui suit, parle du Tour de France, donne le détail des 3 étapes. Et moi, j'ai pas 200 amis au Danemark, mais d'un seul coup, je me trouve inondé de messages, de gens qui me disent « Mais Christian, la reine », parce que tout le monde regarde les vœux de la reine. « Christian, la reine de Danemark, a parlé du Tour de France ». C'est phénoménal. 87% de part de marché à la télévision danoise, le grand départ, leur grand départ. 87% de part de marché à 4 ou 5 heures par jour, pendant 3 jours, c'est-à-dire une douzaine d'heures d'antenne de direct. C'est la France, quand elle est en finale de la Coupe du Monde de football. Tout le monde était au bord des routes et ou devant la télé. C'est juste phénoménal. Je vais être dans Paris, on ne va pas m'arrêter. Je vais être à Copenhague, on peut m'arrêter dans les rues. Parce que voilà, quand vous avez le Premier ministre qui est là, qui est venu plusieurs fois dans la voiture, c'est juste, et en plus, une connaissance du cyclisme, l'ancien Premier ministre Lars Løkke Rasmussen, qui aujourd'hui est ministre des Affaires étrangères, complètement fan de vélo. Voilà, donc c'est fort, c'est beau, c'est bien pour le Tour, c'est bien, je crois, aussi pour notre pays. On va évoquer maintenant un petit peu un volet peut-être plus politique, on va dire. Quelles sont les relations entre le Tour de France et, on va dire, la sphère politique? On se rappelle forcément que vous avez eu quelques difficultés il y a quelques années, notamment avec les municipalités écologistes. Donc, où en sommes-nous? Alors, je ne vais pas du tout rentrer dans la polémique. On a la chance d'avoir 300 candidatures. Le Tour de France ne peut aller que là où les élus souhaitent qu'il aille. On a 300 candidatures, 250 en France, une cinquantaine à l'étranger. Bonhomme à l'an, c'est toujours la même chose, avec une légère poussée l'année qui précède les municipales. Donc c'est plutôt bon signe pour nous. Donc on peut en fait aller à peu près partout, puisque en fait dans ces candidatures, on a aussi de nombreuses candidatures de départements. Je le disais tout à l'heure, 98% des routes du Tour de France, le terrain d'expression des champions ou des championnes, puisque nous avons relancé le Tour dans sa version féminine avec la remarquable Marion Rousse comme directrice. Donc on peut aller à peu près où on veut, mais bien évidemment, on ne peut aller que là où les gens souhaitent que nous allions. On est allé à Bordeaux, le maire est écologiste, on est allé à Tours, le maire est écologiste. On va à peu près partout. Il y a cette chance-là que le Tour de France, là aussi, fédère. Alors vous savez, je prends plutôt ça, moi, comme quand des gens sont élus et ce ne sont pas eux qui ont posé la candidature, qui montrent que c'était pas eux qui étaient candidats. Voilà. Après, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas forcément envie d'accueillir le Tour. Et puis, parfois, vous avez aussi une différence entre la ville et la communauté d'agglomération. Voilà. Mais on n'est pas du tout en difficulté de trouver des villes pour nous accueillir. C'est bien le contraire. Je ressemble plutôt au Père Noël quand on dit oui à un élu. Alors, je vais juste vous rappeler ce que vous aviez dit à Grenoble en 2020, en septembre 2020, quand le Tour avait été décalé à cause de la crise du Covid. Ce n'est pas une erreur, c'est une faute. C'est ça, taper sur le Tour, taper sur ceux qui nous lisent, ce n'est pas une erreur, c'est une faute. Alors c'est vrai qu'on vous surnomme Chirac, en quelque sorte. Donc c'est vrai que là, c'est peut-être pour le coup de fourchette. Nous avons la chance et le privilège que le président de la République vienne chaque année, qu'il s'agisse de Nicolas Sarkozy, de François Hollande ou d'Emmanuel Macron aujourd'hui, qui sont tous venus avant d'être président d'ailleurs. Je regrette de ne pas avoir connu Jacques Chirac. Bon. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi justement, indépendamment de la polémique, j'ai bien compris que vous ne vouliez pas polémiquer, mais il n'empêche que c'est la première fois que je vous ai vu peut-être sortir un petit peu de ce rôle. Oui. Parce qu'en fait, c'était pas du tout prévu, c'est simplement parce que, si vous voulez, sur le village départ qui est bon enfant, les interventions des uns et des autres prenaient un tour politique. Donc je suis sorti de mes gonds tout simplement parce que j'aime le Tour de France et qu'effectivement, quand on peut faire ça dans une société au-delà de la France qui a plutôt tendance à se déliter et où on doit trouver des souvenirs communs, je pense que quand on a des souvenirs communs, il vaut mieux faire en sorte de les mettre en exergue, en valeur, pour que justement nous puissions vivre ensemble. C'est tout ce que j'ai voulu dire, mais c'est sorti du cœur, ça s'est vu d'ailleurs.
Et la question écologique qui, pour le coup, a beaucoup secoué le Tour de France, bon, même si ça semble peut-être un petit peu moins virulent ces dernières années, quoique vous allez me dire, la lutte contre le réchauffement climatique, est-ce que ce sont des aspects que vous craignez? Parce que quelque part, ça voudrait dire, si on allait au bout d'une certaine logique, ça voudrait dire limiter les voyages d'avion au maximum, donc les transferts. Alors, mais on a déjà réagi là-dessus, c'est-à-dire qu'en dehors des grands départs, on ne fait plus de transfert en avion. Autrefois, vous aviez depuis les années 70, et je l'ai fait moi aussi comme directeur du Tour pendant de nombreuses années, des transferts en cours de route. Je prends le grand départ de Corse. En 2013, 100e édition, on est parti de Corse, on est allé sur le continent bien sûr, Nice, et puis ensuite il y avait un long transfert des Pyrénées jusqu'au Mont-Saint-Michel, parce que je voulais que pour la 100e édition du Tour, les 2 premiers sites français inscrits au patrimoine mondial de l'humanité, au patrimoine de l'UNESCO, le Mont-Saint-Michel et Versailles, soient au parcours du Tour. Très clairement, aujourd'hui, on ne le ferait plus. Non pas de plus aller au Mont-Saint-Michel, mais le fait de faire un long transfert comme ça pour aller des Pyrénées jusqu'à la Bretagne, puis la Normandie. La Normandie, bien évidemment. La Bretagne, parce qu'on est arrivé en Bretagne. La Normandie. Je sais bien où est le Mont-Saint-Michel, et Thierry Gouvenou et François Lemarchand, chez nous, 2 Normands, me le rappelleraient très, très vite. Donc voilà, on a déjà ça en tête, bien évidemment. Sur les tracés du Tour que vous évoquiez tout à l'heure, ils sont plus concentrés aujourd'hui. Parfois, j'entends parler, dire, c'est plus le Tour de France, c'est une traversée de la France. J'entends ça. Mais en effet, parce qu'on tient compte aussi de ces préoccupations-là. Maintenant, je ne veux pas fanfaronner et dire ça, parce qu'autrement, on va nous dire dans 2 ans ou dans 3 ans, ah ben ils ont fait un transfert, etc. Et pour moi, il y a un moment où il faut... Bien sûr que l'aspect sportif, il est capital. Quand vous êtes... Regardez le Tour de France de l'an passé, par exemple. On part du Pays Basque, et il y a une pause au Pays Basque au grand départ, puis autour du Puy-de-Dôme, et de Clermont-Ferrand, et ensuite en Haute-Savoie. Quand on est dans le Massif central ou en Haute-Savoie, on peut faire le parcours que l'on souhaite sportivement. On veut que ce soit plat, c'est plat. On veut que ce soit moyennement dur, c'est moyennement dur. On veut que ce soit très dur, c'est très dur. Parce que ce sont des endroits où on peut trouver toutes les routes, toutes les topographies de terrain. Quand on est à un autre endroit, si c'est tout plat, il faut qu'on fasse de la route. Mais ce sont des éléments, évidemment, dont on tient compte. Et puis surtout, partout où l'on passe, notamment dans des zones protégées, les fameuses zones Natura 2000, il y a des études d'incidence. Quand on traverse les parcs nationaux, ce sera le cas au Pays de Forêt, tout près de Troyes et dans le Mercantour pour la Bonnette, il y a des dispositions spécifiques. Il n'y a pas de distribution de la caravane. Les hélicoptères sont dans des couloirs très précis. Il y a moult réunions avant. Et bien évidemment, on n'a pas envie d'abîmer la France. 1, parce que c'est notre pays. 2, parce que le décor du Tour, les paysages du Tour, ils sont essentiels. Le Tour de France se nourrit des exploits des champions, mais aussi des beautés de la France qu'on n'a pas du tout envie d'abîmer. Donc bien évidemment qu'on fait attention à ça. Sur la caravane, on avait été attaqué en 2010. On n'est pas tout le temps parfait, hein, je ne peux pas dire ça. Et parfois un coup de pied au cul, ça vous fait du bien aussi. En 2019, sur le plastique, on avait été attaqué sur le plastique. Désormais, vous ne verrez pas un seul t-shirt emballé dans le plastique comme c'était le cas autrefois. Seules les denrées alimentaires peuvent être encore en plastique et désormais recyclables. Donc on progresse sans aucun doute. Maintenant, on peut toujours nous reprocher de ne pas aller assez vite, mais on ne peut pas nous reprocher de ne rien faire. Quelles sont vos relations avec les... Moi, j'ai envie que vous me racontiez un petit peu vos échanges avec les élus, selon qu'ils soient des élus de grandes villes ou des élus de petites villes. J'ai envie un petit peu de... Comment vous dire quand Jean-Marie Leblanc et Patrice Lerme m'ont demandé, quand Jean-Marie m'a demandé d'être son successeur, je ne connaissais pas du tout le monde des élus, donc je n'étais pas forcément à l'aise les toutes premières années. Un dîner, ça peut être formidable, mais ça peut être terriblement froid aussi. Aujourd'hui, c'est un peu différent parce que je connais la plupart des gens. On a tissé des liens de confiance, d'amitié au-delà des étiquettes politiques. On les voit beaucoup, hein, on les voit pas simplement pendant le Tour. J'évoquais le Salon de l'Agriculture, le Congrès des départements de France, le Salon des maires de France. Je dois faire, avant le Tour, je suis allé grosso modo dans 2 tiers des villes qui seront sur le parcours du Tour suivant. Donc on est en permanence, et puis je vais aussi dans d'autres épreuves, parce que je suis le président des organisateurs de courses cyclistes. J'étais au Tour de Bretagne il y a quelques jours, voilà. On va à droite à gauche, on voit les gens en permanence, on discute. Ce qui m'a surtout frappé, c'est que on a une image, on véhicule une image des élus comme des gens qui, dans le meilleur des cas, sont incompétents et dans le pire des cas, sont des grands tricheurs, alors que 90% des élus se battent pour la collectivité, pour leur village, pour leur commune, pour leur département, pour leur région. Quand on voit
les week-ends des élus. Hein, il suffit de suivre un tout petit peu, on se dit mais c'est Dieu pas possible. Donc aujourd'hui, il faut être fou pour accepter, c'est devenu un sacerdoce. Il faut que ces gens-là, à un moment, on les défende. Je me souviens des obsèques de François Fortassin, qui est un monsieur qui compte énormément pour moi, qui était président du Conseil général à l'époque des Hautes-Pyrénées, devenu ensuite sénateur, et qui avait créé au Sénat les Amis du Tour de France. À ses obsèques, dans son petit village de Sarp, dans les Hautes-Pyrénées, avoir vu des dizaines et des dizaines d'élus locaux, des maires venus de toutes petites bourgades, venus du fond des vallées, descendant des montagnes, pour lui rendre hommage, j'ai bien compris que tous ces élus-là, quand François était au Sénat, savaient très bien que François allait parler à Paris des difficultés, de la vie quotidienne dans les Hautes-Pyrénées. C'est ce qu'on demande aux élus. Donc voilà, donc moi j'ai plutôt une vraie tendresse pour tous ces élus-là qui se battent au quotidien dans des conditions de plus en plus difficiles dans la vie d'aujourd'hui, avec parfois une peur physique, hélas, et des agressions réelles parfois aussi. Et vous rencontrez bien évidemment les plus puissants, on va dire, notamment dans la voiture. Chaque année, on voit normalement un président. Premier ministre, Alors, Manuel Valls, Premier ministre, est venu. Édouard Philippe, Premier ministre, est venu sur le Tour. Elisabeth Borne est venue 2 fois sur Tour de France Femmes et elle était avec Marion Rousse en voiture. Et est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu les alcôves, qui est vraiment intéressé par le Tour, qui joue le jeu en clair? Mais ils le sont, ils l'étaient. En tout cas, les présidents que j'ai vus sur le Tour, tous les 3. Nicolas Sarkozy est un fou de sport. Nicolas Sarkozy, qu'est-ce qu'il raconte dans la voiture? Il demande les écarts. il est intéressé par la bagarre sportive. François Hollande a parfaitement conscience de l'aspect social du Tour de France. Emmanuel Macron, c'est souvent dans les Pyrénées. Les Pyrénées, c'est sa terre presque autant que la Picardie. Donc voilà, on est toujours dans un moment de bagarre sportive. Mais ils sont tous venus, ce qui est pour moi très important, c'est qu'ils sont tous venus avant d'être président. Emmanuel Macron est venu comme ministre de l'économie. Il est venu comme président. Nicolas Sarkozy était maire de Neuilly, encore une fois, ministre de l'Intérieur, de l'économie, président de la République. François Hollande était président du Conseil général de la Corrèze. Il est venu ensuite comme président de la République. Donc ils ont tous bien conscience de ce que représente le Tour de France. Encore une fois, je fais ce geste-là, mais parce que c'est pas une obsession pour moi, mais c'est vraiment ça. C'est pour fédérer. Et nous, et moi comme directeur du Tour, et nous comme organisateurs, au-delà de l'aspect sportif déterminant, on doit tout faire et on essaye de tout faire pour justement que nous continuions à avoir dans notre magnifique pays une histoire commune et des souvenirs communs. Alors, on se rapproche de la fin de l'entretien, donc on va aborder la dernière partie, parler un petit peu de la sociologie du vélo. La France, on va dire, il y a peut-être un petit côté paradoxal, la France se met de plus en plus au vélo dans les grandes villes notamment, mais on a le sentiment que ce n'est pas le même vélo que celui, notamment je pense, dans les zones rurales, avec peut-être un cyclisme urbain un peu plus méprisant vis-à-vis des ruraux. Est-ce que, déjà, d'une part, vous partagez ce constat-là? Est-ce que vous le regrettez? Alors, je passe plusieurs jours dans un petit village qui s'appelle Payrolles, dans le Cantal, magnifique village, excellent restaurant, très bel hôtel, famille Comborieux phénoménale, tous les étés, enfin l'été, à la Toussaint, à Noël, à l'Ascension, cette année, à la Pentecôte. L'âge d'or du cyclisme français, c'était quand les champions sortaient des fermes. Raymond Poulidor, fils de métayer, né dans la Creuse, installé en Haute-Vienne très longtemps, Saint-Léonard-de-Noblat, où il est enterré aujourd'hui, avec des obsèques tellement émouvantes dans la collégiale. C'est Bernard Thévenet, né dans sa Bourgogne, élevé dans une ferme qui s'appelle Le Guidon. Celle d'à côté, c'était La Fourche, donc il fallait forcément qu'il devienne champion. C'est Bernard Hinault qui a été éleveur après sa carrière. Donc tous ces champions-là, en fait, c'était très simple à l'époque. Et qui était ajusteur avant. Oui, qui est ajusteur, absolument, qui avait dit un jour à son père qu'il ne souhaitait pas qu'il soit cycliste. C'est moi qui choisirais, je serai cycliste. Et il rajoute aujourd'hui, après, il ne fallait pas que je me loupe. Il ne s'est pas vraiment loupé, le blaireau, avec ses 5 victoires dans le Tour de France, son titre de champion du monde, sa victoire sur Paris-Roubaix, etc. Donc, le Tour, c'est du sport, mais c'est bien plus que ça. Tous nos champions venus du monde rural sont moins nombreux aujourd'hui. Ils viennent, ils ont des grands-parents,
qui était agriculteur, mais la sociologie a effectivement changé. Aujourd'hui, on a plus, vous évoquiez son nom, et c'est un champion formidable, Romain Bardet. Romain, il est fils d'instituteur et d'une infirmière. Guillaume Martin, très constant dans les 10 premières places du Tour de France, le Normand, sa maman est metteuse en scène. Donc ce sont d'autres univers, parce que le monde change, parce qu'il y a moins d'agriculteurs aujourd'hui. Ce que je sais, c'est que le Tour est resté proche du monde agricole. J'évoquais le Salon de l'agriculture à plusieurs reprises. On a un accord avec la FNSEA pour les champs décorés, ce qui se faisait naturellement. C'est quelque chose qui se faisait très naturellement. Et que Jean-Michel Lemétayer, à l'époque, ancien patron de la FNSEA, et Jean-Marie Leblanc, mon prédécesseur, ont à un moment codifié. Faire en sorte qu'il y ait un concours, faire en sorte que les vainqueurs aillent sur les Champs-Élysées ou à Nice cette année, qu'ils soient fêtés, qu'on célèbre ça au moment du Salon de l'agriculture. Parce qu'il y a nos paysages naturels, le littoral, la montagne, puis il y a aussi les paysages qui sont façonnés par notre monde paysan. Et pour moi, le monde paysan, c'est plutôt monde paysan, c'est pas quelque chose c'est pas une insulte de dire le monde paysan. Au contraire, faut le dire, il faut le dire fort. Donc il reste amoureux du vélo, ce monde-là, sans aucun doute. Et c'est quelque chose de fort pour nous et pour moi. Donc bien sûr qu'on a besoin des villes, mais que le Tour de France, par sa prise de vue dominante encore, il montre toute la France. C'est l'une des différences par rapport à toutes les autres compétitions. Il montre la France telle qu'elle est. Il montre les Français, mais il montre la France. On voit la France. Et la France, elle est largement rurale, vue d'en haut, sans aucun doute. Donc oui, faire attention à ces gens qui travaillent beaucoup toute l'année, c'est pour moi quelque chose de très... Moi qui suis un enfant né dans le 12e, 6 mois dans le 5e, 20 ans dans le 13e, exilé à Vincennes et habitant Boulogne-Billancourt depuis 30 ans, c'est un monde pour lequel j'ai une infinie reconnaissance, sans aucun doute. Mais justement, alors là je parle plus du cyclisme professionnel, notamment en France, est-ce que est-ce qu'il n'a pas perdu cette notion, on va dire peut-être plus populaire? C'est un sport quand même. Alors j'ignore d'ailleurs, pour être très honnête, vous allez me dire si c'était le cas, mais le coût des bicyclettes à l'époque, dans les années 60, dans les années 70, Vous avez parfaitement raison. Autrefois, n'importe quel garçon doué sportivement avec la bicyclette du facteur faisait le tour de la course qui tournait autour de l'église et se faisait remarquer. Là, il y a l'important, c'est l'équilibre. Et à bicyclette, plus encore peut-être que dans les autres disciplines ou dans les autres parties de notre vie. Donc, effectivement, il y a là un équilibre à tenir entre l'aspect populaire du Tour et il n'est pas question que les gens qui viennent sur la route du Tour de France payent le moindre centime d'euro, contrairement à ce que certains, notamment à l'étranger, voudraient faire, ce qui me paraît complètement dingue. Dans certaines épreuves. Oui, ce qui me paraît complètement dingue. Il n'en est évidemment pas question pour le Tour de France. Il faut que les gens puissent accéder au bord de la route du Tour de France. Ça ne peut pas coûter le moindre centime. Ça doit être gratuit. Et c'est d'ailleurs ce que les élus, encore une fois, toutes tendances politiques confondues, mettent d'abord en avant. Ça, c'est vraiment capital. Absolument capital. Après, oui, dans cet équilibre entre... pardonnez-moi l'anglicisme, cycling is the new golf que mettent certains en avant, et la nécessité absolue, parce que c'est dans ses racines. Et vous entendez bien que je ne dis pas dans son ADN, parce que je dois parler comme un vieux, donc dans ses racines, dans sa culture, de défendre le Tour de France, parce que ses racines, c'est que pour les gens, c'est gratuit au bord des routes, ça oui, ça peut pas être autrement, et en tout cas avec moi, ça changera pas. Et le cyclisme professionnel français, je complète un petit peu la question que je posais tout à l'heure, parce que vous avez anticipé la question qui allait suivre après. Je n'ai pas lu vos fiches. C'est simplement former des coureurs professionnels quand le coût de l'appareil est démesuré, quand par exemple on est sur un système qui repose sur des bénévoles qui sont de plus en plus âgés, on a une perte de licenciés. Enfin, est-ce qu'on peut être optimiste sur le fait qu'on aura toujours des champions français dans 20 ans? Parce que dans les 10 prochaines années, on a les Grégoire ou Martinez qui arrivent, donc on est plutôt rassuré, mais dans 20 ans. Je l'espère. Mais en revanche, vous pointez le doigt effectivement sur ce sport qui doit rester un grand populaire gratuit, qui est ce qu'il est, parce que c'est un grand sport populaire gratuit, mais il faut qu'il reste accessible. C'est sûr qu'un ballon de foot, vous faites jouer 22 gamins ou plus de gamins, un ballon de rugby, 30 ou plus. Même chose pour le hand ou pour le basket, alors que le vélo, il ne se prête pas comme ça, et plus il est cher, moins il est accessible à certains. Et comme c'est un sport terriblement dur, où la souffrance est constante, ça s'adresse plus à des gens qui veulent
sortir de leur vie telle qu'elle est, ou de la vie qu'on leur désigne, mais ça ne peut se faire qu'avec des gens qui sont capables de supporter la souffrance plus que les autres, mais à condition qu'ils aient accès au vélo. Donc ce que vous dites là est une vraie question qui me travaille, oui. Il y a aussi la question du danger. Est-ce que c'est un sport éminemment dangereux? On ne rappellera jamais qu'il y a malheureusement, et c'est triste, des morts chaque année, notamment sur route, il y en a peu, mais il y a, à l'entraînement, ça arrive. Oui. Le principe de vous craignez pas le principe de précaution qui semble, c'est quelque chose qu'on semble... Alors ce qui est certain, c'est que les chutes récentes, qui heureusement n'ont pas fait de mort, mais très violentes, avec des grands champions du Tour, où la mort malheureusement l'an passé sur le Tour de Suisse du jeune Gino Meder à 26 ans, elles sont dues à plusieurs choses. Jusqu'à ces dernières semaines, on pointait du doigt en permanence l'organisateur. En vérité, il y a bien sûr parfois une question de route, mais il y a le comportement des coureurs, et l'Union cycliste internationale réfléchit à des cartons jaunes et des cartons rouges pour sanctionner des comportements qui seraient dangereux, qui est chute ou pas chute derrière, et ensuite il y a le matériel. C'est-à-dire que le matériel est fait pour la performance. Vous me direz, c'est normal. Sauf que ces vélos de plus en plus performants font que les coureurs vont de plus en plus vite sur des routes où il y a de plus en plus d'aménagements. À un moment, en sécurité routière, plus vous allez vite, plus c'est dangereux. Et les aménagements qui sont faits pour que les voitures ralentissent, ce sont devant des coureurs qui vont de plus en plus vite. Donc il n'y a pas de secret. Il y a un moment, ça se retrouve par terre. Donc des mesures sont nécessaires. Elles doivent être prises. Il y a des concertations en ce moment, encore une fois, avec l'Union cycliste internationale. Il faudra prendre des mesures vite, en tout cas dans les mois qui viennent. Et après, il y a aussi évidemment le comportement des coureurs, à savoir que sur les vélos, outre l'aspect technique, l'oreillette dans les oreilles des coureurs et le fait qu'ils sont en permanence en train de regarder leur données, le nombre de watts ou ce qu'il faut faire à tel ou tel kilomètre. C'est un peu comme si en voiture, nous étions sur une route de montagne, en train non seulement de répondre au téléphone, mais en plus de répondre à un texto. Il y a un moment où ça ne peut pas aller. Donc là, il faudra évidemment que nous sommes organisateurs. Les gens confondent souvent, on ne fait pas les règles du cyclisme, même si évidemment on peut avoir une influence. Mais l'UCI réfléchit à ça en consultant les organisateurs que nous sommes, les coureurs, les équipes. Il faudra prendre des mesures sur le comportement des coureurs, il faudra être intransigeant, et puis aussi faire en sorte que ça aille moins vite. On ne peut pas demander à un coureur d'aller moins vite, c'est complètement fou, puisqu'évidemment il essaye de gagner. Faut-il limiter les braquets? Faut-il faire en sorte que le cintre, le guidon, qui est de plus en plus étroit, pour des raisons de pénétration dans l'air, sauf que quand vous êtes comme ça, vous dirigez moins, vous pilotez moins facilement votre vélo quand c'est plus large. Il y a un tas de choses comme ça. Il faut forcément travailler là-dessus, parce que oui, en effet, l'augmentation constante de la vitesse et l'augmentation exponentielle de la même manière des aménagements routiers fait à un moment qu'ils vont tous se retrouver par terre, et ce serait bien que ces mesures soient prises avant qu'il y ait d'autres accidents graves. Alors là, on va vraiment arriver dans la conclusion. Avant-dernière question. Dans les années 60, on était soit Anquetil, soit Poulidor. Merveilleux, c'était l'objet de disputes dans les dîners, de fractures familiales. Ça déchirait les familles. Mais alors, est-ce que vous pensez que ce type de passion est encore possible avec le vélo? On n'a pas connu ça, par exemple, avec, on aurait pu le voir, avec Thibaut Pinot et Romain Bardet, qui ont des profils un peu différents. Est-ce que vous pensez que la France est encore capable de se passionner à ce point pour le Tour? Oui, j'en suis convaincu. Mais il faudrait avoir un Français capable de gagner le Tour. Il ne s'est pas fallu grand-chose en 2019, avec d'abord les 14 jours en jaune en 2 fois de Julien Lafilippe, et ensuite Thibaut Pinot, sa victoire au Tourmalet, et plus encore le lendemain, sa victoire au Prat d'Albi au-dessus de Foix, où il n'a pas gagné l'étape, mais où il a lâché tous ses rivaux, dont Bernal, et où je pense, on a été très très nombreux à se dire « mais il va gagner le Tour ». Ça ne s'est pas fait, mais il n'en était pas si loin. Oui, bien évidemment, si on se retrouve demain, dans quelques années, avec un Lee Martinez dont vous parliez, ou un Romain Grégoire, même s'il a plus le profil précisément de puncher d'un Alaphilippe, si un Français est capable de gagner le Tour, oui, je n'en doute pas. De la même manière que le 15 de France, avec ou sans Antoine Dupont, avec Charles Olivon, avec Greg Aldrit, avec tous les autres, nous fait rêver. Évidemment, je suis directeur du Tour, mais les champions d'aujourd'hui me font rêver, comme Ocaña, Merckx m'ont fait rêver autrefois, comme Antoine Dupont et ses copains me font rêver, comme Walter Spanghero m'a fait rêver il y a 50 ans. Voilà. Dernière question. Jean-Pierre Rive. Dernière question, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour ce Tour? Question ouverte. Une compétition incertaine, dense, haletante jusqu'au bout. Pas de pépins, on évoquait la sécurité évidemment, c'est toujours... Quand on est... journaliste, et je l'ai été 18 ans, j'ai commenté le Tour à la radio, à la télé, on ne voit que les champions. Bien évidemment que maintenant, je regarde aussi le petit gamin qui tient la main de sa mère ou de son père,
et en espérant qu'il ne la lâche pas, quelles que soient les mesures que nous prenons pour la sécurité. Il faut que chacun comprenne que la ferveur et l'enthousiasme sont formidables, mais qu'à un moment, il faut quand même faire un peu attention, et pour les coureurs et pour soi-même. Donc que tout se passe bien et que surtout les gamins rêvent encore du Tour de France. Je me souviens d'un départ d'étape à Megève il y a quelques années, où j'ai vu un petit gamin avec ses grands yeux bleus, comme ça, qui regardait les champions du Tour. Et je vais vers les gens qui étaient à côté, je dis, c'est votre fils? Et comment il s'appelle? Il s'appelait Nathan. Et je dis, est-ce qu'on peut le prendre? On va le faire passer par-dessus les barrières. Il avait 6 ou 7 ans. Et je l'ai installé à côté de moi dans la voiture avant le départ. Et je lui ai dit, bah là, voilà, le président de la République s'installe là, regarde comment on fait pour mettre le gyrophare au-dessus de la voiture, le toit ouvrant, sors, fais bonjour à tes parents. Et ce petit gamin-là, il avait un regard phénoménal. Et l'un de nos collaborateurs, Franck Perck, ancien double champion du monde sur piste, m'a dit, mais ce petit gamin, c'était toi. Et bien sûr que oui, c'est-à-dire que transmettre cet amour du Tour, cette passion, amour du Tour de France et de notre pays, c'est absolument capital. Donc voilà, c'est ça. Je me sens pas usé, mais bien sûr que j'ai plus de temps de directeur derrière moi que devant moi. Et que la transmission, à un moment, c'est quelque chose qui compte. C'est très prétentieux, mais j'espère pouvoir dire que Jean-Marie Leblanc ne s'est pas trompé en me choisissant. J'espère que je ne me tromperai pas en choisissant celui qui me succédera. Bah écoutez, ça, on suivra ça de près. Merci beaucoup, c'était passionnant. Avec grand plaisir. Bon, et puis, je souhaite bien évidemment à nos spectateurs un excellent Tour de France.